On a souvent cette image d'Épinal, tu sais, du responsable de la cybersécurité. Un peu comme un agent de sécurité planté à la porte d'une boîte de nuit, quoi. Ouais, le fameux videur qui filtre les entrées. C'est ça. Son travail, historiquement, c'était de vérifier les identités, de s'assurer que personne ne rentre avec de mauvaises intentions et de garder les problèmes bien à l'extérieur, sur le trottoir. Une fonction hyper binaire au final, et surtout très très technique. Très technique et, pour être honnête, souvent relégué au sous-sol du bâtiment, juste à côté des serveurs. Mais bon, on est en 2026 aujourd'hui, et ce videur de boîte de nuit, il a été littéralement propulsé au conseil d'administration. En fait, c'est devenu le ministre de l'économie et de la défense de l'entreprise. C'est une métaphore vraiment très juste pour illustrer ce basculement. Le paysage des menaces et les attentes réglementaires ont subi une mutation tellement radicale que le rôle du Chief Information Security Officer, le fameux CISO, il est devenu méconnaissable, quoi. Surtout si on compare à ce qu'il était il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Il gère plus des pare-feux, il gère la survie de l'organisation. Et c'est exactement la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer comment et surtout pourquoi cette mutation a eu lieu. Absolument. Et on a de quoi faire avec les sources de cette session. Grave. Pour y parvenir, on a épluché une série de données récentes hyper denses. On a les rapports prospectifs de Gartner, de Splunk, de Trend Micro, des analyses macroéconomiques du Forum économique mondial, et aussi des décryptages juridiques super pointus sur les nouvelles directives en vigueur. Tu penses à Nice 2 et Dora en Europe, je suppose. Exactement. Et aux règles très strictes de la SEC aux États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, après nos éditions en anglais, en espagnol et en néerlandais qui ont couvert ces sujets pour d'autres marchés, je suis ravie de proposer cette analyse francophone entièrement dédiée au CISO 2026. Une perspective hyper importante pour la région. Tout à fait. Et pour ça, un immense merci à notre sponsor qui nous accompagne tout au long de cette discussion, l'équipe de www.cisomarketplace.com et bien sûr leur branche de service www.cisomarketplace.service. C'est vraiment la plateforme de référence absolue pour les professionnels qui naviguent dans ces eaux complexes. C'est clair qu'ils font un super boulot pour la communauté. Bon, décortiquons tout ça. Avant de comprendre pourquoi le CISO a obtenu un tel pouvoir exécutif, faut d'abord regarder ce qui se passe sur le champ de bataille actuel. L'intelligence artificielle a complètement redessiné les règles de l'attaque, non? Totalement. Et il faut bien comprendre le mécanisme de cette évolution parce que c'est le cœur du problème. L'IA, c'est plus ce simple outil d'assistance textuelle, tu vois, le truc qui aidait vaguement un pirate à rédiger des emails d'hameçonnage sans faute d'orthographe. Ouais, le fameux prince nigérien avec une grammaire parfaite. Voilà, ça c'est fini. Aujourd'hui, l'IA est devenue une arme autonome et surtout adaptative. Le rapport Splunk de 2026 qu'on a sur la table, il est unanime, 95% des CISO considèrent la sophistication de ces acteurs de la menace comme le risque absolu. On a franchi un cap terrifiant. C'est-à-dire? Le passage de l'IA génératif classique à ce que l'industrie appelle aujourd'hui l'IA agentique. L'IA agentique, ouais, c'est un terme qui revient sans cesse dans les documents. Mais concrètement, sur le terrain, ça fonctionne comment? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de plus qu'un virus classique? En fait, un virus classique, ou même un malware sophistiqué d'il y a quelques années, ça suivait un chemin programmé. S'il rencontrait un mur, un obstacle imprévu, il s'arrêtait. Il restait bloqué, quoi. C'est ça. L'IA agentique, par contre, elle est dotée de capacités de raisonnement et d'adaptation en temps réel. Un agent IA offensif, il va scanner un réseau, il va trouver un pare-feu, il va essayer une porte. Et si la porte est fermée? Eh bien, s'il voit que c'est fermé, il lit le message d'erreur, il comprend pourquoi il a été bloqué, il réécrit son propre code d'exploitation en quelques millisecondes et il essaie de passer par une fenêtre. C'est du délire. Ah ouais, d'accord. Donc, il s'adapte tout seul. Exactement. Il exécute une chaîne d'attaque de bout en bout, la reconnaissance, l'exploitation, le mouvement latéral, jusqu'à l'exfiltration des données et le lancement de l'extorsion. Le pirate humain, il n'a plus du tout besoin d'être derrière son clavier. Il fait quoi alors, le pirataya? Il donne juste un ordre. Il fait quoi alors? Il donne juste un ordre? C'est exactement ça. Il donne juste un objectif à l'IA, genre infiltre cette banque et chiffre les bases de données. Et l'agent s'occupe du reste, à la vitesse de la machine. Et le pire, c'est que, comme si ce siège permanent de l'extérieur ne suffisait pas, les rapports mettent en lumière un phénomène interne, qui a l'air tout aussi dangereux. La fameuse crise des shadow agents. Ah oui, le Shadow Agent. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça remplace le vieux concept du Shadow IT. Ouais, on connaissait bien un shadow IT.
L'époque où, je sais pas, un employé du service marketing utilisait un logiciel en ligne non approuvé juste pour aller plus vite. Mais là, on parle d'un niveau très supérieur, non? Ah bah complètement. Là, on parle d'employés qui déploient leurs propres agents d'IA autonomes pour faire leur travail à leur place. Attends, genre coder à leur place ou analyser des données? Exactement. Ils demandent à un agent IA externe d'analyser des données financières confidentielles de la boîte ou de coder de nouvelles fonctionnalités. Sauf que ça crée des fuites massives, parce que ces agents, ils communiquent avec l'extérieur, ils s'entraînent sur les données sans que le département informatique en ait la moindre idée. Mais c'est une folie! Et du coup, ça crée une multiplication des accès? Ce qui est fascinant ici, c'est l'échelle de cette transformation identitaire au sein des réseaux. En 2026, si on regarde la cartographie d'une entreprise moyenne, les identités non humaines surpassent de loin les identités humaines. Attends, qu'est-ce qu'on entend très exactement par identité non humaine? C'est quoi? Ce sont les API, tu sais, ces ponts visibles qui permettent à deux applications de se parler. Ce sont les comptes de services informatiques et bien sûr ces fameux agents IA. Et le problème, c'est qu'une API mal configurée ou un agent compromis, ça peut se propager dans les environnements cloud hybrides en une fraction de seconde. Donc, l'identité non humaine, c'est la nouvelle faille. Voilà. Et pour contrer des IA offensives qui attaquent à la vitesse de la lumière, un humain qui clique sur une souris pour bloquer une IP, ça sert plus à rien. C'est beaucoup trop lent. Du coup, le CISO doit bâtir ce que Gartner appelle un SOC agentique. Un SOC agentique? Oui, un Security Operations Center, mais géré par des IA de défense. Ah, je vois l'image. En fait, c'est comme regarder un système immunitaire automatisé qui se battrait contre un virus mutant en temps réel. Les globules blancs algorithmiques contre les pathogènes synthétiques. C'est une super comparaison, ouais. Mais attends, j'ai une question. Si la défense est une IA et que l'attaque est une IA, est-ce qu'on se dirige vers une guerre où les humains ne font littéralement que regarder des robots se battre entre eux, et tout ça à la milliseconde près en espérant bêtement que le leur gagne? C'est le grand risque de l'hyper-automatisation. Et c'est un vrai sujet de fond. L'IA de défense, elle s'occupe de la corrélation massive des milliards de signaux et de l'isolation instantanée des serveurs infectés. Parce que l'humain ne peut plus faire le tri manuel des alertes. Le volume est mathématiquement insurmontable. Donc l'humain sert à quoi au final? Le rôle de l'humain s'élève, il quitte la tranchée pour aller dans la tour de contrôle en quelque sorte. Il va s'occuper de la validation stratégique, de la gouvernance des modèles d'IA. C'est lui qui décide si l'entreprise peut continuer à opérer alors qu'une partie de son réseau vient d'être amputée par son propre système immunitaire pour stopper une infection. D'accord, donc il faut imposer des règles très claires à ces systèmes. Exactement. Et pour que cette tour de contrôle fonctionne, les régulateurs ont dû s'en mêler. Et ça, c'est justement cette nécessité d'imposer des règles qui nous amène à la réaction fulgurante des gouvernements. Parce que face à la capacité de destruction de ces attaques autonomes, les législateurs mondiaux ont sorti l'artillerie lourde. Oh que oui, et ils n'y sont pas allés de main morte. La conformité réglementaire aujourd'hui, c'est plus juste une case à cocher sur un petit audit de fin d'année. C'est devenu un véritable champ de mine juridique avec des détonateurs très sensibles. Absolument. Le tremblement de terre réglementaire, c'est vraiment l'application de la directive NIS 2 en Europe qui tourne désormais à plein régime en cette année 2026. Historiquement, tu vois, les lois cyber, elles visaient surtout les opérateurs d'importance vitale. Ouais, genre les centrales nucléaires, les hôpitaux, les réseaux électriques, ce genre de trucs. C'est ça. Mais NIS 2 ratisse infiniment plus large. Elle s'étend à plus de 18 secteurs. Ça inclut agroalimentaire, la gestion des déchets, la fabrication de produits chimiques. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'elle attrape les entreprises de taille moyenne. Ah oui, c'est plus juste les multinationales. Non, plus du tout. Toute entité de plus de 50 employés, ou qui dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ces secteurs, elle est soumise à des règles d'une sévérité totalement inédite. Et c'est là que j'ai besoin que tu m'expliques le mécanisme, parce qu'il y a un point dans les textes qui me semble, totalement irréaliste. Lequel ? Les délais imposés pour signaler un incident aux autorités. La directive NIS 2, elle impose une alerte précoce en 24 heures. Déjà, 24 heures, c'est court. Mais pour le secteur financier, avec la réglementation DORA... Ah, la fameuse lex specialis, oui. Voilà, une lex spécialiste, donc une loi qui s'applique par-dessus les autres pour un secteur hyper précis. Et là, le délai, il est de 4 heures. 4 heures. Mais si le bâtiment numérique est en feu, les équipes informatiques sont en état de panique absolue. Elles essaient juste de sauver les meubles, quoi. C'est clair que c'est le chaos à ce moment-là.
Mais du coup, comment c'est humainement possible d'analyser l'attaque, de comprendre ce qui a été volé, de rédiger un rapport administratif et de l'envoyer au régulateur pendant que tes serveurs sont en train de fondre? C'est juste un prétexte pour distribuer des amendes ou quoi? Je comprends tout à fait ta réaction, je suis même d'accord sur le principe. C'est une réaction très courante sur le terrain. Mais il faut comprendre la logique macroéconomique du régulateur derrière tout ça. Et c'est quoi cette logique alors? En fait, le régulateur s'en moque d'avoir un rapport d'investigation médico-légale parfait au bout de 4 heures. C'est pas ce qu'il demande. Ce qu'il veut, c'est que l'entreprise tire la sonnette d'alarme immédiatement. Juste lever la main pour dire on a un problème, c'est ça? Mais pourquoi si vite? Parce que dans un écosystème financier ultra connecté, si un prestataire cloud de taille moyenne qui gère, disons, des transactions pour 50 banques est compromis, l'infection peut se propager à toute l'économie européenne en une seule matinée. Ah oui, l'effet de contagion. Exactement. L'objectif de ces 4 heures, c'est d'informer l'écosystème au plus vite pour que les autres acteurs puissent couper les ponts avec l'entité infectée. C'est une mesure de quarantaine systémique en fait. C'est pas du tout un exercice de style administratif. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la SEC impose un délai de 4 jours, ce qui est différent. Mais ça répond à la même urgence de transparence. D'accord, je comprends beaucoup mieux le mécanisme de quarantaine. C'est vraiment pour éviter un effet domino qui mettrait tout le système à plat. C'est tout à fait ça. Et on observe aussi dans les documents que toutes ces architectures informatiques, elles doivent s'adapter à une réalité géopolitique super complexe. Les rapports soulignent, de manière purement factuelle d'ailleurs, un découplage croissant des technologies et de l'hébergement des données. Oui, notamment entre les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. C'est ça. Du coup, les entreprises ne peuvent plus avoir un seul grand réseau mondialisé et uniforme. Elles doivent concevoir des architectures régionales, compartimentées et capables de fonctionner de manière totalement autonome pour respecter les lois de souveraineté de chaque territoire. Et c'est un casse-tête technique et financier monumental pour les entreprises. J'imagine. Mais au-delà de la technique, le vrai levier de ces nouvelles lois, et c'est ce qui fait trembler tout le monde, c'est la cible des sanctions. Si on replace cela dans un contexte plus large, tu vois, les gouvernements ont bien compris que les entreprises ne prenaient pas la sécurité assez au sérieux, tant que ça restait un problème de technicien dans une cave. Ouais, tant que c'était pas leur problème à eux. Voilà. Alors, ils ont changé de stratégie. Ils ont visé directement le sommet de la pyramide. Ils ont introduit la responsabilité personnelle des dirigeants. Et ça, c'est le point qui empêche littéralement les comités de direction de dormir la nuit. Sous NIS 2, une faille majeure qui se réduit à une exigence, ça peut entraîner des amendes allant jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est colossal. C'est gigantesque, mais l'arme nucléaire de cette directive, c'est que le PDG en personne et les membres du conseil d'administration, ils peuvent être tenus personnellement responsables. Exactement. Et on ne parle pas juste de petites amendes, là. Non, Non. on parle de suspension temporaire, d'interdiction pure et simple de gérer une entreprise. En fait, si on lit bien la loi, l'ignorance technologique d'un PDG n'est plus du tout une excuse valable devant un tribunal. Ah, je savais pas comment marche un pare-feu, ça ne passe plus. C'est ça. Il est obligé de comprendre et d'approuver la stratégie de gestion du risque cyber. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'audit de toute la chaîne d'approvisionnement est devenu si critique. Quand la loi te rend responsable des failles de tes propres sous-traitants, s'appuyer sur des plateformes comme www.cisomarketplace.com et des experts comme www.cisomarketplace.service, c'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue. Totalement. C'est devenu vital pour auditer et certifier que tes partenaires ne vont pas t'entraîner dans leur propre chute. La chaîne de confiance est vitale aujourd'hui. Parce que ta sécurité s'arrête là où commence la vulnérabilité de ton fournisseur le plus fragile, en fait. C'est la règle d'or. Et c'est précisément cette épée de Damoclès juridique et surtout financière au-dessus de la tête du conseil d'administration qui a provoqué l'évolution hiérarchique du CISO. Bah oui, ça fait sens. Face à des menaces IA qui vont à la vitesse de la lumière et à des risques de sanctions personnelles pour le PDG, le CISO ne peut plus être un simple chef de projet caché dans le département informatique. Impossible. Ce qui nous amène à la transformation du profil même du CISO d'ailleurs. Les chiffres du rapport IANS de 2026 sont super éloquents là-dessus. 46% des CISO dans les grandes organisations ont désormais des titres de niveau exécutif. Ah oui, genre vice-président exécutif, EVP. Ou senior vice-présidente, SVP, oui. Et le changement le plus important, c'est à qui ils rendent des comptes. Historiquement, le CISO était sous les ordres du CIO, non? Le directeur informatique. C'était la norme, ouais. Mais les sources expliquent très bien que ça crée une friction, un conflit d'intérêts structurel profond. Attends, un conflit d'intérêts?
Pourquoi ça... C'est un conflit total, oui. Le mécanisme de cette friction est assez simple à comprendre en fait. Un directeur informatique, un CIO, il est évalué et très souvent primé sur la vitesse de déploiement des nouveaux outils, sur l'efficacité des processus et sur la disponibilité des systèmes. Tu sais, le fameux 99,99% de temps de fonctionnement. Ok, donc son but, c'est que tout aille vite et que rien ne plante jamais. Voilà. Le CISO, à l'inverse, il est payé pour trouver des failles et réduire le risque. Et pour corriger une faille critique, il faut très souvent imposer des temps d'arrêt. Faut débrancher un serveur ou retarder la sortie d'une nouvelle application qui est vitale pour les ventes. Ah, je vois le problème. Si le CISO rapporte au CIO, sa voix est forcément étouffée au nom de la rentabilité immédiate. Le CIO va lui dire non, on coupe pas le serveur, ça va nous faire perdre de l'argent. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la tendance forte, c'est que le CISO rapporte directement au PDG ou au conseil d'administration ou au directeur des risques. Il a enfin un siège à la table des adultes, quoi. C'est logique. Mais avec ce nouveau statut, on remarque aussi dans les sources que son vocabulaire a dû radicalement changer. Fini le jargon technique incompréhensible, c'est clair. Ouais. Fini les discours sur les signatures de malware, la configuration des routeurs ou je ne sais quoi. Le CISO de 2026, on dirait que c'est devenu un stratège, presque un directeur financier du risque. C'est exactement ça. Il s'appuie désormais sur la quantification du risque cyber, ce qu'on appelle la CRQ, en utilisant des frameworks très spécifiques. Genre le framework FAIR dont parlent les rapports CISO. Mais comment on peut quantifier un risque invisible, en fait? C'est tout l'enjeu. Le modèle FAIR, pour faire simple, c'est un peu l'équivalent des tables de mortalité qu'utilisent les compagnies d'assurance vie, mais appliquées aux systèmes informatiques. Ok. Mais en pratique, devant le conseil d'administration, ça donne quoi? Au lieu d'arriver au conseil en disant « Super nouvelle, on a bloqué 10 000 attaques sur notre pare-feu ce mois-ci », ce qui franchement ne veut absolument rien dire d'un point de vue commercial, le CISO utilise le modèle FAIR pour raconter une histoire chiffrée. Du style? Du style, on a une vulnérabilité sur le système logistique, vu les attaques IA actuelles, la probabilité qu'elle soit exploitée cette année est de 40%. Si ça arrive, l'arrêt des opérations nous coûtera 5 millions d'euros par jour. Combler cette faille demande un investissement de 1 million. Voici le retour sur investissement de cette dépense de sécurité. Boum, il traduit le code binaire en euros. Ah ouais, c'est imparable. Donc le CISO devient un vrai gestionnaire de portefeuille de risque. Mais ça me pose un petit problème conceptuel quand même. Lequel? C'est comme si on prenait le chef de la sécurité physique d'un casino, tu sais, l'expert qui repère les tricheurs aux tables de poker à travers les caméras, et qu'on le nommait soudainement directeur financier de tout l'établissement, en exigeant des CISO qui deviennent des as de la finance. Il risque pas de perdre le contact avec la réalité technique crasse du terrain? C'est un super point. Parce que s'ils comprennent plus intimement comment une IA agentique mute pour contourner une défense, leurs modèles mathématiques financiers seront basés sur du vent, non? Ça soulève une question cruciale et c'est le grand paradoxe de leur métier aujourd'hui. S'ils deviennent de purs financiers, ils deviennent aveugles aux nouvelles techniques d'attaque. Mais s'ils restent de purs techniciens de sous-sol, ils obtiendront jamais les budgets nécessaires ni l'attention du PDG. C'est un équilibre impossible à trouver. C'est dur, oui. La réussite du CISO moderne, elle réside vraiment dans cette double compétence, cette capacité à être un traducteur bidirectionnel. Et ce qui prouve que cette mutation a fonctionné, c'est le pouvoir qu'ils détiennent désormais. Un CISO mature en 2026, il a un pouvoir de veto exécutif réel. Un droit de veto? Genre, il peut tout bloquer? Exactement. S'il juge, chiffre à l'appui, que l'intégration d'un nouveau fournisseur cloud expose l'entreprise à un risque réglementaire qui pourrait faire tomber le PDG, il peut bloquer l'intégration nette. C'est devenu un vrai décideur, ce n'est plus juste un consultant interne. C'est un renversement de pouvoir spectaculaire quand même. Mais face à cette hyper-responsabilité, et au constat que mathématiquement, on l'a dit, c'est impossible de bloquer 100% des attaques générées par l'IA, c'est quoi le but ultime de tout cet investissement? Le concept de prévention absolue, il est mort, non? Il est complètement mort. On entre de plein pied dans l'ère de la résilience opérationnelle. En fait, il s'agit plus de ne pas prendre de coups. Il s'agit d'encaisser le choc et de se relever avant le compte de 10. C'est la boxe, quoi. C'est le changement de paradigme le plus difficile à accepter pour les vieilles générations de l'informatique, tu sais? Accepter que la brèche va se produire, quoi qu'il arrive. Que les murs vont tomber. Et le concept central des stratégies de 2026 pour gérer ça, c'est le Minimum Viable Business, le fameux MVB.
le minimum viable business. Si je dois utiliser une image, dis-moi si c'est bon, mais c'est comme un hôpital de grande ville qui subirait une panne de courant totale. Vas-y, développe. Le générateur de secours se met en route, mais il n'a pas assez de puissance pour tout alimenter. Le directeur de l'hôpital, il va pas essayer de rallumer les lumières de la cafétéria ou les ordinateurs du parking. Non, ça n'aurait aucun sens. Il va couper tout ça pour envoyer les précieux 5% d'électricité restant directement vers les respirateurs artificiels du service de réanimation et vers les blocs opératoires. C'est ça, le MVB. C'est sauver le cœur battant. C'est une excellente analogie, vraiment. Avant même qu'une crise n'éclate, le CISO et le conseil d'administration doivent avoir défini ensemble ce qui constitue la réanimation de leur entreprise. Les processus vitaux. C'est ça. Quels sont les processus métiers vitaux sans lesquels l'entreprise meurt, littéralement, en 48 heures? Pendant l'attaque, on isole ces processus et on utilise ce que les experts appellent une clean room recovery. Une clean room, une salle blanche. Oui, c'est un environnement cloud totalement stérile et isolé. On l'utilise pour redémarrer ses fonctions critiques en toute sécurité, pendant que l'équipe technique nettoie le reste du réseau infecté qui est en feu. Waouh! Mais maintenir ce niveau de préparation constant, s'entraîner à survivre à l'apocalypse au quotidien, ça a un coût humain totalement dévastateur, non? Quand je vois les données sur l'épuisement professionnel, dans la cybersécurité, dans les rapports, elles sont alarmantes. Les chiffres font peur, oui. 2/3 des équipes signalent un burn-out sévère. La santé mentale des ingénieurs, c'est plus juste un petit sujet de ressources humaines. Les rapports le classent désormais comme une vulnérabilité de sécurité officielle. Mais l'équation est impitoyable, en fait. Un analyste épuisé à 3 heures du matin qui croule sous les fausses alertes générées par des IA, il finira forcément par faire une erreur de configuration. Ou alors il ignorera un signal faible décisif. Mais attention, le facteur humain ne s'arrête pas au département informatique. Ah non! Non, c'est l'ensemble du personnel qui est visé aujourd'hui. On parle énormément du pare-feu humain dans les stratégies. Et heureusement, les vieilles méthodes de formation ennuyeuses, c'est fini. Ah, tu parles des trucs où les employés devaient juste regarder une vidéo soporifique sur la complexité des mots de passe et cocher un formulaire pour avoir la paix, hein? Voilà, ça c'est définitivement enterré. Ça ne marche plus du tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On demande plus aux employés d'apprendre des règles par cœur, on essaye de forger chez eux un véritable jugement cyber, comme ils disent. C'est ça, l'esprit critique avant tout. Parce que les attaques qu'ils subissent en 2026, elles relèvent de la science-fiction d'hier. On parle plus du prince nigérien avec son email mal traduit. Là, on parle de deepfakes vidéo en direct, de clonage vocal hyper réaliste par IA générative, le fameux vishing, le hameçonnage vocal. Le vishing fait des ravages, oui. Mais c'est quand même d'une ironie cruelle quand on y pense. On dépense des milliards en IA agentique, en architecture sophistiquée. On a des SOC agentiques qui analysent des millions de variables à la seconde. Et le maillon faible reste le même. Bah oui. À la fin de la journée, le bouclier ultime de la multinationale, ça reste un comptable fatigué, devant son écran, qui reçoit un appel sur Teams, qui entend la voix parfaite de son PDG, lui ordonnant de virer des fonds en urgence pour une acquisition secrète, et qui doit décider, en 3 secondes, si son interlocuteur a une âme ou s'il n'est qu'un algorithme. Ah, c'est fou. C'est le grand paradoxe technologique de notre époque. Plus l'infrastructure devient autonome et complexe, plus la validation finale repose sur l'intuition et l'esprit critique humain. Et d'ailleurs, cette capacité globale de l'entreprise à résister à la fois techniquement et humainement, c'est devenu un avantage compétitif colossal sur le marché. Vraiment. Un avantage compétitif. Ah oui. La résilience cyber est désormais évaluée comme un critère ESG par les investisseurs, tu sais, au même titre que l'impact environnemental ou la gouvernance sociale. Une entreprise capable de prouver au marché qu'elle peut absorber une attaque destructive, protéger les données de ses clients et restaurer son minimum viable business sans paniquer, c'est une entreprise qui génère une confiance massive. Donc la cybersécurité, de ce point de vue, c'est plus du tout une taxe ou un centre de coût qu'on subit, c'est un vrai moteur de valorisation. Exactement, ça crée de la valeur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on rassemble toutes les pièces de notre exploration d'aujourd'hui, le constat est sans appel, tu vois. Le rôle du CISO en 2026 définit littéralement la capacité d'une entreprise à exister dans le monde numérique. C'est la fondation même de la confiance. Du sous-sol technique au conseil d'administration, de la gestion d'un antivirus à la maîtrise de modèles financiers de risque, le CISO, c'est devenu l'architecte de cette confiance. Et je tiens d'ailleurs à remercier une dernière fois notre sponsor, www.cisomarketplace.com et sa branche www.cisomarketplace.service d'avoir soutenu l'éducation de la communauté en permettant cette analyse francophone approfondie.
Merci à eux, oui, c'est précieux. Mais avant de nous quitter, pour tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais partager une dernière réflexion. Un truc tiré des recoins de nos documents. Un concept qu'on n'a fait qu'effleurer aujourd'hui, mais qui, franchement, donne le vertige. Ah, je crois savoir de quoi tu vas parler. L'horizon de l'informatique quantique. C'est résumé par la doctrine Harvest Now, Decrypt Later. En français, récolter maintenant, décrypter plus tard. La menace fantôme par excellence. Si on se souvient du découplage des données entre les grandes puissances dont on a parlé tout à l'heure, ça prend tout son sens ici. En ce moment même, des acteurs étatiques aspirent des pétaoctets de données occidentales chiffrées, des trucs extrêmement sensibles, des brevets industriels, des dossiers médicaux, des secrets diplomatiques. Des données qui sont pour l'instant totalement illisibles. Voilà. Aujourd'hui, nos algorithmes de chiffrement actuels tiennent bon. Mais ces pirates, ils cherchent pas à les lire maintenant. Ils les stockent patiemment dans d'immenses fermes de serveurs. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent. Le fameux jour J. Ils attendent l'horizon 2030 ou 2035, le jour où l'ordinateur quantique atteindra la puissance nécessaire pour pulvériser nos chiffrements mathématiques actuels en quelques secondes. Ce qui signifie que chaque donnée secrète volée et stockée aujourd'hui, c'est en fait une bombe à retardement qui n'attend que la machine de demain pour révéler tous ses secrets. C'est glaçant quand on y pense. Le ciseau a beau être devenu un stratège de haut vol, il doit désormais se battre contre une menace qui voyage dans le temps. De quoi regarder nos certitudes technologiques d'un tout autre œil. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration en profondeur des arcanes de la résilience numérique et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des enjeux qui façonnent notre avenir.